Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 mai et nous sommes contents encore de vous recevoir aujourd'hui. Nous saluons tout d'abord tous ceux qui nous suivent à travers de différentes plateformes des réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Heureux encore une fois de vous retrouver avec notre invité d'aujourd'hui que vous avez vu sur les annonces et les affiches. C'est Dr Yves Boukoulou Zola, qui est ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Excellence. Bonsoir à tous. Alors, en tout cas, grand merci d'être avec nous aujourd'hui comme invité. Nous sommes heureux vraiment de vous recevoir pour la première fois depuis que nous avons cette édition, disons, télévisée des images, puisque vous étiez déjà avec nous au moins à 2 reprises quand nous étions encore sur Space. Et ça montre vraiment votre disponibilité pour participer à nos émissions. Alors, l'équipe sera là aujourd'hui pour nous accompagner, notamment Madame Patricia Temouli qui est déjà sur l'écran comme vous la voyez. Bonsoir Patricia. Bonsoir Père, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Madame. Voilà. Sinon, vous allez bien Patricia, ça va? Ça va, très bien, très bien. Alors, merci d'être avec nous, Madame Pensée du jour, comme nous vous appelons affectueusement. Et nous avons aussi notre correspondant, membre de l'équipe, c'est Monsieur Yves Cache. Aujourd'hui, nous avons 2 Yves sur le plateau. Monsieur Yves Cache depuis Madrid, en Espagne. Alors, Yves, bonsoir. Bonsoir Père, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Patricia, bonsoir à toute l'audience. Voilà, merci d'être présent. Yves, alors nous allons accompagner le ministre, probablement que nous pourrons encore avoir notre membre qui va nous rejoindre, mais nous allons d'abord recevoir le ministre, lui donner la parole d'abord. Comment vous allez, monsieur le ministre? Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous salue une fois de plus et vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir échanger avec le compatriote et vous encourager pour tous les efforts fournis pour le Congolais ensemble, discuter et... Voilà, il y a des petits soucis techniques, j'espère que ça ne va... Oui, de temps en temps, il y a des arrêts, peut-être que ça va vite se résoudre au cours de cette émission. Alors, monsieur le ministre Yves Boukoulou Zola, et c'est la première fois que vous participez à notre émission. Peut-être que ce serait mieux pour que les gens vous découvrent, puisque nous aurons des archives aussi qui vont rester, que vous puissiez d'abord vous présenter un peu pour nous parler un peu de votre parcours rapidement, parcours surtout scolaire et académique, puisque on sait que vous êtes ministre, mais les gens oublient les DR devant votre nom. Souvent, ils oublient que vous êtes plutôt de formation, disons, médicale, c'est que vous êtes médecin. Et alors, vous allez nous parler un peu rapidement, monsieur le ministre, de votre parcours scolaire et académique avant de passer à autre chose. Merci beaucoup. Moi, je suis Boukoulou Zola Yves. J'ai fait mes études primaires à l'école de la science à Gombe. J'ai fait mon école secondaire au Collège Notre-Dame du Congo. J'ai fait mon école supérieure donc à l'Université de Kinshasa dans la faculté de médecine. Et je suis actuellement en Master 2 en management des organisations des systèmes sociaux et sanitaires à l'Université Paris-Sorbonne 13. Je suis également apprenant au sein du programme IFR, au sein du Panthéon Sorbonne. Et comme parcours professionnel, j'ai exercé en tant que médecin. C'est depuis 2017 que j'étais admis à la fonction publique au Programme national de santé des sportifs. Mais bien avant cela, depuis 2014,
je travaille avec l'organisation américaine ICAP dans la prise en charge de santé sexuelle et reproductive de minorités sexuelles, donc c'est-à-dire des LGBT ainsi que des professionnels des sexes. J'ai également travaillé dans la planification familiale, toujours avec l'organisation américaine ICAP. Et sur le plan politique, je suis membre de l'UDPS depuis mon plus jeune âge. J'ai été membre de l'UDPS depuis 2000 au sein de la section UDPS Lingwala. Ensuite, j'étais en 2002 membre de la section UDPS à l'Université de Kinshasa. En 2007, j'étais devenu président de la section UDPS Université de Kinshasa. Et en 2011, j'étais devenu président national du mouvement des jeunes étudiants de l'UDPS. Et en 2017, j'étais nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'époque président de l'UDPS, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et actuellement, je suis ministre de la Jeunesse, mais auparavant, j'étais ministre national du Tourisme. Mais voilà, Monsieur le ministre, c'est déjà un parcours riche. Hein. Je crois que j'aurais voulu que nous puissions aller vite, mais là, je crois que nous allons un peu aller doucement pour découvrir cette partie, hein, puisque, bon, comme ministre, nous allons en parler évidemment, mais avant d'être ministre, vous avez déjà effectivement fait beaucoup de choses. Et si je passe comme ça rapidement, peut-être on pourra oublier cela et je donnerai déjà aussi la parole à d'autres membres de l'équipe pour vous poser déjà des questions pour cette partie que peut-être beaucoup ignorent, hein, comme vous avez dit. Comme médecin, surtout, vous avez travaillé dans beaucoup de secteurs. C'est vraiment très important souvent et on oublie ça. Donc, comme médecine des sports aussi, vous en avez parlé, et comme santé reproductive, ainsi de suite. C'est quand même intéressant de les savoir. Peut-être que, une question d'abord comme ça, un peu naïve, il n'y a pas de nostalgie quand même comme ministre de la Jeunesse et aussi cette carrière de médecin, puisque c'est quand même intéressant ce que vous avez fait, Monsieur le ministre. Bien sûr que oui, c'est la raison pour laquelle j'ai continué mes études de master en médecine, en santé publique. Oui, alors si maintenant, en tout cas, je ne vais pas vous laisser d'abord comme ça. Et comment est-ce que vous faites? Vous êtes ministre, c'est quand même très engageant et prenant. Et vous combinez avec les études. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? J'ai carrément supprimé mes heures de loisirs. Donc, je me concentre à mon travail de ministre, à mon parti politique, ainsi qu'à mes études. Donc, maintenant, j'ai moins d'amis. Alors, je vais donner peut-être la parole d'abord à d'autres membres, là, puisque on essaie d'adapter, hein, puisque cette partie-là, c'est quand même important. Sinon, on va oublier quand il y aura beaucoup d'autres choses après. C'est certainement que les deux ont des questions pour cette partie-là avant d'être ministre, puisque c'est vraiment important. Il faut que les autres, disons, ceux qui nous suivent aussi, vous découvrent autrement. Alors, Patricia, est-ce que vous avez une question à partir de ce que le ministre vient de dire, un peu de sa vie avant, la vie active, disons, politique, même si déjà il était membre de l'IDPS avant? Non, pas vraiment une question, mais je pense que c'est important et que c'est très bien qu'on reçoive le ministre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, en fait, en tant que citoyen. Hein. On voit juste un homme nommé ministre et on se dit parfois qu'il sort du néant, de nulle part, et qu'il est propulsé là. Donc, c'est très bien. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il était médecin. Je ne savais pas qu'il était militant de l'UDPS. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Et merci beaucoup, c'est intéressant. Ok, alors Yves, bon voilà, vous avez, disons, nous avons deux Yves sur le plateau. Hein. Alors Yves KH, pour être précis, il est déjà en train de rire. Hein, vous avez... Il y a le docteur et il y a l'ingénieur Père. Donc, voilà. Alors, ingénieur Yves, vous avez une question déjà à partir de ce que vient de dire le docteur. Moi, j'étais franchement surpris de ce CV. En tout cas, je ne veux pas connaître l'âge qu'il a, mais il fait ce CV bon pour un vieux monsieur de 60 à 70 ans. Mais bon, je vais essayer de poser deux petites questions au ministre sur son parcours.
parce que j'ai été surpris d'apprendre qu'il a été avec des minorités comme les prostituées, comme c'est assez difficile à dire, les LGBTQ. Et dans une société essentiellement conservatrice comme la nôtre, comment est-ce que vous approchez cette réalité-là des LGBTQ? Là, je parle aux médecins, mais je parle aussi aux dirigeants politiques et aussi certainement aux pères de famille que vous êtes. Merci beaucoup pour la question. Elle est très complexe. Je comprends, nous sommes dans une... Moi-même, je suis conservateur, hein, premièrement. Je suis vraiment de l'aile dire de l'UDPS, vraiment de l'extrême. Donc, ce qui fait qu'il y a un peu une controverse avec mon ancien métier. Mais je pense qu'en tant que médecin, je n'ai pas d'opinion à émettre sur une orientation sexuelle de personnes. Donc, et nous avons appris à travailler sans discriminer nos patients, mais nous, on les appelle des clients. C'est un peu différent avec la médecine humaine. Au niveau de la médecine de minorité sexuelle, on les appelle des clients. Parce qu'ils sont nos clients. Donc, on a appris à travailler avec nos clients tels qu'ils sont, sans discrimination, et on l'a fait. Et je pense que tous mes supérieurs qui ont eu à travailler avec moi, je n'ai jamais été mal coté en termes de discrimination envers cette population. Mais ce qui est vrai en tant que politique, j'ai mes opinions. Donc, en tant que politique, et bien que les socialistes, souvent, nous avons tendance à légaliser l'homosexualité, mais ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je suis d'un courant qui estime que les LGBTQ ont le droit, comme tout le monde, mais en République démocratique du Congo, du fait que nous sommes un pays chrétien, je pense que mon opinion est que cela ne doit pas être légalisé dans notre pays. Mais nous devons le protéger, nous devons le soigner en tant qu'être humain parce qu'ils ont le même droit que tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que les gens ignorent souvent. Je pense que même dans les quartiers dans lesquels nous avons travaillé, et puis moi, je travaille souvent dans des quartiers qu'on peut se permettre de dire un peu reculés. J'étais vraiment à Massina, dans le fin fond, Angili, et dans ces milieux-là. Ce que l'opinion ignore, c'est vraiment une communauté qui est organisée et une communauté nombreuse. Je me rappelle, ma dernière prestation en 2018, nous avions pas moins de 7000 clients que nous suivons. Donc, seulement dans cette contrée. Déjà. Et parmi les 7000, on n'avait pas moins de 1000 qui étaient porteurs du VIH-Sida. Donc, ce qui est important pour notre communauté, nous devons savoir que c'est une population à ne pas discriminer. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont un taux de prévalence de VIH-Sida le plus élevé par rapport à la population générale. En République démocratique du Congo, la prévalence est à 1,2%. Tandis que chez les minorités sexuelles, chez les LGBT, la prévalence est à 5%. Et chez les professionnels de sexe, la prévalence arrive entre 8 et 10%. C'est-à-dire qu'ils ont une forte capacité à transmettre le VIH-Sida. Et lorsque cette population est discriminée, lorsque cette population est stigmatisée, elle a tendance à se cacher. Et lorsqu'elle se cache, elle n'a pas accès aux soins. Donc, elle présente maintenant un danger pour la communauté. Donc, moi, je pense que pour cette raison humanitaire, il est important pour nous qui sommes dans la population générale d'accompagner ces compatriotes qui ont fait leur orientation sexuelle sans les discriminer. Sinon, s'ils sont discriminés, s'ils sont bannis de la société, ils vont se retirer des structures d'accès aux soins. Donc, ceux qui ont le VIH n'auront plus accès au traitement. Ceux qui ont des infections sexuellement transmissibles n'auront plus accès au traitement. Ce qui veut dire qu'une population telle que les LGBT, telle que les professionnels de sexe, lorsqu'elles ont des infections sexuellement transmissibles, elles ont encore une forte capacité à contaminer. Parce que ça, il faut le dire, peut-être que ce n'est pas le cadre, mais je crois que la communauté ignore souvent que tout rapport sexuel n'est pas contaminant. En termes de VIH, peut-être ça me prendra encore beaucoup d'explications pour essayer d'élucider cela.
Mais lorsqu'il y a une présence d'INIST, ça multiplie la possibilité qu'un rapport sexuel soit contaminant. Or, dans le travail que nous exercions, lorsque nous soignons cette catégorie de population contre les IST et contre les VIH, au bout de 6 mois de traitement, ceux qui ont le VIH, ils ont déjà une charge virale nulle, ce qui veut dire qu'ils peuvent contracter des rapports sexuels sans contaminer l'autre partenaire. Donc, c'est ce qui est important que la population générale doit connaître pour ne pas discriminer cette population et les considérer comme tels. Ils ont fait leur orientation, ils ont fait leur choix, mais nous devons plutôt les accompagner pour ceux qui croient à la religion et les amener dans la religion. Même en médecine générale, on n'interdit pas les opinions religieuses. Donc, je pense que c'est un peu ce que je pouvais dire, mais je les constate aussi que même les discriminations de foi, soit les stigmatisations que nous avons eu à rencontrer dans le milieu dans lequel nous travaillons, elles ne sont pas méchantes, elles sont plutôt le fait de l'ignorance. En tout cas, merci, Monsieur le ministre, Docteur Yves Boukoulou. Là, déjà, et je vous apprécie comme médecin. Et on verra à la fin de l'émission un peu la différence entre un politicien et un médecin, mais vous êtes les deux à la fois. On va voir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, vos explications sont convaincantes. Et nous allons continuer l'émission. D'habitude, vous allez le découvrir. Nous n'allons pas de manière linéaire. Donc maintenant, on va revenir à vous, mais on va d'abord écouter la pensée du jour, qui est une rubrique tenue par Patricia Temouni, qui est aussi une présentatrice de dialogue avec, surtout au féminin. Elle va d'abord nous parler de la pensée du jour d'aujourd'hui. Vous allez suivre, Monsieur le ministre, et puis nous reviendrons à vous pour demander aussi votre point de vue après avoir écouté la pensée du jour. Patricia. Alors, bonsoir. Alors, la pensée du jour de ce soir, c'est un court extrait d'un texte de Aimé Césaire. Tout justement, ça tombe bien parce que ça semble pareil. C'est en corrélation avec ce que le ministre vient de dire. Bon, il dit ceci: le combat par les mots. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai: embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Voici l'extrait. Mon petit commentaire, c'est que c'est sans doute le côté le plus apprécié que j'ai d'Aimé Césaire, parce que c'était vraiment un militant pour la cause noire, pour la jeunesse aussi. Et c'est ça vraiment qui m'a touchée. Pour moi, il est naturel de se battre pour ses idées et ses convictions. Donc, je vais chuter avec une petite question pour le ministre. En tant qu'ancien militant de l'UDPS, Monsieur le ministre, parlez-vous vraiment pour la jeunesse congolaise? Je ne suis pas ancien, je suis toujours militant. Et je pense que c'est une tâche difficile. Hein. D'abord, parler pour la jeunesse, c'est 65 millions d'habitants, c'est pratiquement la population de la France. C'est une lourde responsabilité. Et je crois que nous faisons un effort de faire ce travail, de parler pour la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Après la pensée du jour, nous allons maintenant revenir à vous. Alors, vous avez un peu décrit brièvement votre parcours de vie, parcours aussi professionnel, médecin et membre actif du parti politique UDPS en République démocratique du Congo. Alors, vous étiez d'abord ministre du Tourisme et puis maintenant ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et puis cohésion nationale. Bon, si on vous posait la question aujourd'hui, répondez-nous ça avec sincérité, Monsieur le ministre. Quel ministère vous plaît de plus entre le ministère du Tourisme et celui de la Jeunesse? Bien entendu, c'est le ministère de la Jeunesse, parce que là, je suis en contact avec la population, je suis en contact avec les jeunes. Le ministère du Tourisme, c'est un très bon ministère. Je pense que c'est un ministère d'avenir pour notre pays et je reste convaincu qu'avec beaucoup d'efforts, c'est un ministère qui
dans le jour à venir, sera un ministère clé pour la diversification de l'économie de notre pays. Alors, justement, je crois qu'il y a certains secteurs de la vie politique dans différents pays. On ne met pas n'importe qui ministre de la jeunesse. Ça signifie que vous vous sentez jeune aussi avec le jeune, monsieur le ministre? Bien que je suis plus jeune, mais je me sens jeune. Alors, c'est bien. Alors, vous avez, pendant ces années, fait beaucoup de choses dans votre ministère. Nous allons peut-être y revenir, mais je vous invite et j'invite aussi les téléspectateurs qui nous suivent à suivre un peu ces petits résumés en images de vos activités, et puis nous allons revenir pour approfondir un peu certaines réalisations de votre ministère. Suivons ça ensemble. Alors, monsieur le ministre, nous allons vraiment faire la course contre la montre, puisqu'on a vu beaucoup d'images, beaucoup de réalisations, mais là, on va vite courir pour que vous puissiez nous expliquer un peu certaines réalisations, peut-être 30 secondes par chaque réalisation, puisqu'elles sont nombreuses. Hein. Je vais juste vous dire quelles réalisations, puis vous nous expliquer un peu rapidement, puisqu'il y a ces images et que même nous pourrions encore les revoir pendant que vous parlez. Alors, vous avez par exemple fait l'inauguration de l'espace de coworking pour jeunes entrepreneurs et remise des bâtiments du secrétariat général de la jeunesse. Alors, l'idée est venue d'où et comment est-ce que vous avez réalisé cette œuvre? D'abord, merci pour la question. L'idée était venue, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une administration qui, excusez-moi de le dire, qui n'avait même pas de toilettes. Ça, il faut que je le dise. Et avec des conditions de travail des agents de l'administration très difficiles. Un bâtiment vétuste, c'est la première fois que ces bâtiments aient un coup de peinture depuis le départ du président Mobutu. C'est l'ancien siège de la Jumimpère, pour ceux qui la connaissent très bien. Et j'avais pensé d'abord essayer d'accorder aux travailleurs un beau cadre pour leur permettre de mieux faire leur travail. Et deuxièmement, l'espace de coworking. Nous avons, pendant l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, constaté que beaucoup de jeunes entrepreneurs, surtout les startups, ont beaucoup de difficultés pour avoir ne fût-ce qu'un siège pour organiser soit le réunion ou même pour loger
leurs activités. Et on a pensé à construire cet espace de coworking qui permettra aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir un cadre de travail sans payer quoi que ce soit, et de pouvoir loger leurs sièges sociaux dans ces bâtiments en attendant que leurs activités soient beaucoup plus lucratives et qu'ils pourront trouver un siège ailleurs, parce que même nous-mêmes, dans plusieurs programmes que nous pilotons au niveau du gouvernement, nous exigeons à ce que les jeunes entrepreneurs, les startups aient des documents administratifs qui exigent également la présence ou soit l'obligation d'avoir un siège avant d'avoir même des statuts de votre structure. Alors, vous avez aussi organisé le Parlement des jeunes. De quoi s'agit-il rapidement, Monsieur le ministre? En fait, le Parlement des jeunes, c'est une structure qui a été décidée depuis 2009 par le chef d'État au niveau de l'Union africaine, qui est un espace d'échange de jeunes que nous avons dans le pays. Il faut le dire que c'est une structure qui a déjà travaillé dans le formel depuis un temps dans notre pays, mais ce n'est que l'année passée que nous avons réussi à formaliser cette décision de chef d'État de l'Union africaine, et c'est devenu aujourd'hui une structure reconnue officiellement par l'État et qui est également accompagnée par le budget de l'État congolais, au même titre que le Conseil national de la jeunesse et le Forum national de la jeunesse. Alors, une autre activité que vous avez réalisée, et votre ministère notamment, c'est le dialogue intergénérationnel et avec le président burundais quand il était en visite en République démocratique du Congo. Sur quoi a consisté ce dialogue intergénérationnel? En fait, il faut d'abord qu'on explique ces concepts. Ces concepts, c'est un concept qui est issu de recommandations de l'Union africaine qui avait demandé à ce que dans chaque État, qu'il y ait des activités où de jeunes soient en face des décideurs pour essayer d'échanger sur la marche de leur pays, sur les politiques qui sont mises en place en faveur des jeunes. Et moi, à mon arrivée en 2021 à la tête du ministère de la Jeunesse, déjà le 12 août, nous avons organisé la première activité de dialogue intergénérationnel avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté de recevoir les jeunes, même dans la salle de conseil de ministres. C'était pour lui une façon de pouvoir responsabiliser des jeunes. Et l'année qui a suivi, nous avons organisé la même activité avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et pour cette année, nous avons profité de la présence de son Excellence, Monsieur le Président Ndayishimiye, qui est d'abord au niveau de l'Union africaine, qui est un modèle en ce qui concerne la promotion de la jeunesse au niveau de l'Union africaine. Et sur des questions de paix et sécurité, c'est les modèles. Et nous avons profité de son passage ici en République démocratique du Congo d'organiser ces dialogues intergénérationnels au cours duquel il a appelé les jeunes Congolais à plus de conscience, il a appelé les jeunes Congolais à plus de responsabilités et il a donné l'exemple de son pays qui aujourd'hui vit une autosuffisance alimentaire et cela est dû au fait que les jeunes travaillent, sont plus dans les champs et il a donné son exemple personnel. Il a commencé son activité économique avec un seul lapin et aujourd'hui il en a tout un élevage et c'est un peu cet exemple qu'il a voulu également transmettre aux jeunes Congolais. Alors, vous avez aussi, durant votre mandat à la tête du ministère de la Jeunesse, relancé les activités de la Fédération des Scouts ou des Scouts en République démocratique du Congo. Quelle était la finalité? Moi-même, je suis scout, pour votre information. Ah, ça c'est bien ça. Je suis scout. J'ai même mon totem c'est Panda. Je suis Panda. Ah. En fait, le scout, c'est un mouvement. Nous avons, entre autres, parmi nos missions au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est la promotion de la jeunesse. La promotion de la jeunesse, elle va aussi avec la vie associative des jeunes. Donc, le mouvement scout, c'est un mouvement qui regroupe les jeunes depuis le bas âge, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, nous avons les différentes divisions au niveau des scouts. Et à notre arrivée, nous avons constaté que ces mouvements, il faut quand même le dire, depuis un certain moment,
a connu beaucoup de difficultés. Il n'avait aucun accompagnement, aucun financement. Mais nous ne sommes bâtis pas parce que je suis scout, mais parce que cela relève du domaine du ministère de la Jeunesse, que nous avons résolu à accompagner ces mouvements en les reprenant sur le budget de l'État, en les accompagnant, mais également en dotant ces structures d'un siège qui puisse leur permettre d'organiser leurs activités. Voilà, en tout cas, c'est magnifique, hein, puisque les scouts, ça forme bien la jeunesse avec un esprit d'altruisme surtout. Alors, une autre activité, vous avez déjà fait allusion à ça quand vous avez parlé un peu comme médecin. Et je crois que vous l'avez intégré aussi dans votre ministère, un peu cette activité, avec cet esprit derrière la tête de votre formation comme médecin. C'était le lancement du programme de santé sexuelle et reproductive. Oui, effectivement, nous avons dans les missions du ministère de la Jeunesse également la promotion sur la santé des jeunes et surtout plus sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et comme vous le savez, en République démocratique d'abord du Congo, nous sommes signataires de la Charte africaine de la jeunesse qui définit le jeune comme une personne qui est dans une tranche d'âge comprise entre 15 et 35 ans. C'est ça la définition du jeune dans la Charte africaine de la jeunesse. Et dans cette Charte africaine, parmi les obligations, on nous demande de pouvoir former les jeunes, les sensibiliser, les informer sur les questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes, parce que c'est pendant cet âge que l'homme est actif sexuellement, et les jeunes ont donc l'obligation, et c'est aussi du devoir de l'État de pouvoir informer les jeunes sur toutes ces questions, parmi tant d'autres, la question de maternité responsable, la question de lutte contre le VIH, la question de lutte contre les IST, mais également, nous avons ajouté la question de lutte contre la toxicomanie, parce que nous avons également organisé beaucoup d'activités de formation des structures de jeunes dans la lutte contre la toxicomanie. Et comme vous le savez bien, notre pays a traversé une période difficile avec les phénomènes bombés que nous avons avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, y a organisé des activités et même des contrôles pour essayer de mettre fin à cette pratique de cette drogue qui détruit les jeunes. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons revenir à vous, le temps de nous envoler vers l'Espagne, où se trouve votre homo, M. Yves Cacha, et pour avoir un peu quelques nouvelles d'Espagne, et puis nous allons revenir à vous, Monsieur le ministre. Alors, Yves Cacha. Père, ici en Espagne, l'actualité est vraiment dominée par l'imminence des élections en Catalogne. Ce dimanche, il y a les élections provinciales, entre guillemets, parce que là-bas, ce sont des gouvernements, c'est un gouvernement plus ou moins fédéral. Et donc, la gauche, le Parti socialiste catalan et Junts sont donnés favoris pour gagner les élections. Mais nous sommes en train d'observer une radicalisation de la droite à travers le Parti populaire, le PP, et l'extrême droite qui est le parti Vox, la Voix. Ça, c'est l'information qui couvre toutes les autres informations pour le moment. Donc, l'issue de ces élections va aussi avoir un impact direct sur le gouvernement central ici en Espagne. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé il y a quelques mois de cela, de la mort de deux gardes civils vers la frontière avec le Maroc. Il résulte que c'est vrai qu'on a arrêté des narcotrafiquants qui étaient impliqués plus ou moins dans l'affaire en question, mais grâce à la technologie et aux caméras de dernier modèle qu'il y a sur les téléphones, on a pu découvrir que les personnes arrêtées, bien sûr que ce sont des trafiquants, mais elles ne sont pas directement impliquées dans la mort de ces agents de l'ordre.
La troisième information aussi qui défraie la chronique actuellement, c'est, bon, pour vous les madridistes, vous êtes en finale, mais la réalité aussi, c'est que du côté sportif, il y a l'ancien président de la fédération, M. Rubial, qui avait eu des problèmes à cause d'un baiser volé à une joueuse de la sélection nationale. Ben, le monsieur, l'audience nationale, qui est l'équivalent de la Cour de cassation chez nous au Congo, ben, le monsieur a été désigné comme justiciable, donc il doit répondre de ses actes devant les juges. Et la dernière information, attendez, je suis en train, parce que j'étais en train d'attendre justement les dernières nouvelles. Ah oui, ça concerne la Palestine, du côté diplomatique. Il semble que l'Irlande et l'Espagne ont pris la décision de considérer la Palestine comme étant un État souverain. Et donc, à partir du 21 mai, sauf changement de dernière minute, l'Espagne et l'Irlande vont reconnaître la Palestine comme un État souverain. Et actuellement, ça c'est une dernière nouvelle, il y a une majorité de 143 pays au niveau de l'ONU qui viennent de donner leur accord pour l'intégration pleine de la Palestine à l'ONU. Donc, la Palestine cesse d'être un État observateur, comme il était dans le temps, et actuellement, ben, il devient un pays presque à part entière. Donc, du 7 octobre, les conséquences sur la politique internationale ne font qu'avoir des répercussions jusqu'à présent. Donc, voilà un peu, grosso modo, la situation d'ici en Espagne. Alors, merci beaucoup Yves Kacha pour ces nouvelles depuis l'Espagne. Alors, peut-être un petit commentaire, monsieur le ministre Yves Boukoulou, après avoir suivi les nouvelles d'Espagne. Je pense qu'en tant qu'officiel, j'ai beaucoup de réserves. Ah, voilà. Donc, on va vous épargner ça. Mais il a parlé aussi un peu de sport. Alors, peut-être là, vous Exactement. Je connais très bien la position du gouvernement espagnol en ce qui concerne la Catalogne. Et j'ai eu même à rencontrer l'actuelle ambassadrice bien avant la réception de sa lettre de créance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons hier échangé sur la question de la Catalogne et je pense qu'ils ont des positions qui sont vraiment tranchantes et je n'aimerais pas émettre des commentaires là-dessus. Et voilà. Pour ce qui est du sport, je n'ai qu'à féliciter le Real de Madrid, qui est une équipe qui ne cesse de nous démontrer réellement sa capacité à vaincre et sa capacité à tenir même dans les moments difficiles. Voilà, je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Je ne connais pas la position de Patricia, mais je connais la position de Yves Kacha. Lui, il est barcelonais. Moi, je suis de Real Madrid. Vous vous situez dans quel côté? Je suis barcelonais moi aussi, mais je félicite. Alors, je vais demander à Patricia quand même de me soutenir, sinon je suis seul. La Patricia, toi, tu soutiens moi. Tu es aussi neutre. Arsenal. Non, je suis de Tottenham. Oui, mais on parle d'Espagne quand même. Il faut choisir l'équipe. Ils sont déjà majoritaires là, sinon tu m'abandonnes. Bon. Ça ne me concerne pas. Ah bon, pas de souci. Bon, alors, dossier vite clos, je suis minoritaire sur le plateau. J'ai 2 Barcelonais contre un Madridiste, mais de toute façon, nous sommes déjà champions d'Espagne et nous avons la 15e Coupe de Ligue des Champions qui nous attend le 1er juin. Alors, nous revenons à vous, monsieur le ministre, des réalisations. Et vous avez aussi lancé, ça c'est très important pour moi, et là vraiment un coup de chapeau, vous avez lancé aussi le volontariat pour les jeunes. Je crois que il faut beaucoup développer dans beaucoup de pays africains, notamment en République démocratique du Congo. Vous avez réalisé, vous avez lancé plutôt les volontariats en République démocratique du Congo. Mais un dossier important, et peut-être là nous allons un peu nous attarder quelque peu, c'est le guide et le programme d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Ça, c'est très important. Alors, parlez-nous un peu sommairement, entre 30 secondes et 1 minute. Monsieur le ministre.
Ok, merci beaucoup. Je pense que pour les volontariats, là aussi, c'est encore une décision du chef d'État de l'Union africaine depuis 2015 qui avait demandé à chaque État, pour atteindre les objectifs de développement durable, à l'époque, c'était l'objectif millénaire du développement, il fallait qu'au niveau de chaque État, étant donné que la jeunesse est la grande catégorie démographique, de pouvoir mettre en place des programmes de volontariat comme ça existe partout dans le monde, en vue d'atteindre ces objectifs, parce qu'il est tout à fait impossible qu'au niveau des différents États, de pouvoir avoir le grand nombre de fonctionnaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et pour ce qui est du guide, le ministère de la Jeunesse a, d'abord en ce qui concerne l'histoire, il faut le dire, c'est depuis 2014 que le concept d'initiation à une nouvelle citoyenneté a été instauré. C'est à l'époque du gouvernement Matata. C'était d'abord au niveau du ministère de la communication, ensuite au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et c'est depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que ce concept a été remis au niveau du ministère de la Jeunesse. Et à notre arrivée, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun document de base, il n'y avait aucune structuration de ce secteur qui est nouveau quand même, il faut le dire. Et nous nous sommes mis au travail et nous avons pendant 2 ans travaillé avec les experts du ministère de l'EPST, le ministère de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales, de la justice, ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et c'est du ministère de la jeunesse pour élaborer un document qui devra normalement être enseigné au niveau du système éducatif congolais, mais également un document qui pourra servir à la sensibilisation des Congolais sur le concept de nouvelle citoyenneté, parce que c'est un diagnostic qui a été posé depuis un temps. Il y avait un problème de citoyenneté, ou soit il y a un problème de citoyenneté dans notre pays. Et durant toutes ces 2 années, nous avons réussi à faire adopter au niveau du gouvernement une politique nationale sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est ce qui nous a conduit à l'élaboration du guide d'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais également au programme d'éducation à la nouvelle citoyenneté qui sera très bientôt intégré dans le cursus scolaire, mais aussi un élément didactique pour le plus jeune. C'est un document illustré sur la nouvelle citoyenneté que nous avons également élaboré et fait adopter par le gouvernement. Et voilà, donc dans ce guide-là, c'est donc des approches pour, selon ce que vous avez écrit dans les documents, hein, des approches pour la formation formelle, et puis non formelle, et puis informelle et communautaire. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé un peu, rapidement, vous avez déjà essayé un peu d'évaluer où est-ce qu'on en est? Oui, nous sommes déjà dans l'étape de mise en œuvre. Dans la stratégie que nous avons mise en place, nous avons, dans le cadre de la communication, nous avons pensé qu'il faudra utiliser plusieurs méthodes pour atteindre la communauté. Premièrement, c'est d'abord au niveau de l'éducation des bases. Vous avez vu dans les images que vous avez balancées que nous avons remis les documents auprès du collègue ministre de l'EPST, parce qu'il est le patron du secteur de l'éducation dans notre pays. Le secteur de l'éducation comprend 5 ministères. Nous avons toute une commission, une sous-commission, pardon, au sein de la commission socio-culturelle du gouvernement. Et c'est lui qui devra mettre en œuvre, étant donné que c'est le ministère de l'EPST qui élabore le programme de l'éducation au niveau primaire et secondaire. Et c'est ce programme qui sera répercuté également au niveau supérieur. Mais entre-temps, nous avons déjà, au niveau des universités ainsi qu'au niveau de la communauté, organisé plusieurs conférences sur la sensibilisation de la communauté sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais également, nous avons élaboré plusieurs vidéos d'illustration qui seront dans les jours à venir diffusées au niveau de la chaîne nationale, les autres chaînes, mais aussi au niveau des réseaux pour sensibiliser les Congolais, pas seulement au changement des mentalités, mais également à des bonnes pratiques pour que nous puissions avoir un Congolais nouveau à l'horizon 2035, parce qu'il faut quand même le dire, le processus d'initiation à une nouvelle citoyenneté, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Donc, nous n'avons pas la prétention. Il faut beaucoup de patience, évidemment, pour changer de mentalité aussi. Oui. Exactement, et il faut beaucoup de travail. C'est un travail de tout le monde.
Ce n'est pas un travail du ministre, parce que le méfait des antivaleurs, les méfaits de l'incivisme, nous les vivons nous tous. Donc, nous les vivons nous tous et nous devons nous tous travailler, bien que le gouvernement doit mettre en place le moyen et les mécanismes, mais également la sanction. Mais c'est toute la communauté, parce que c'est d'abord la famille qui est la cellule de base d'une nation. Donc, nous devons commencer ce travail d'éducation au niveau de nos familles. Ça arrivera au niveau des écoles, ça arrivera au niveau de nos milieux de travail, mais également au niveau de toute la communauté. Et nous avons pensé également à associer les artistes. Ça, je remercie directement, il faut que je le dise, notre sœur Barbara Kanam, Jean Goubal, ainsi qu'Héritier, qui ont gratuitement accepté d'accompagner ces processus à travers leur métier, mais également des artistes dans le domaine des sketchs, et qui ont également fait plusieurs spots pour pouvoir sensibiliser les Congolais, que nous mettrons peut-être aussi à votre disposition pour nous accompagner aussi. Alors, merci. En tout cas, volontiers, nous sommes là pour rendre service. Alors, une autre réalisation qui est aussi importante, hein, c'est la formation sur la lutte contre les discours de haine et de discrimination. Là aussi, c'est très important pour le pays. Il n'y a même pas moyen de faire beaucoup de commentaires. Nous savons la réalité un peu qui se passe, notamment en République démocratique du Congo, mais dans d'autres pays africains aussi. Hein, l'histoire de haine et de la discrimination, c'est vraiment important que vous ayez pensé à ces documents. Vous allez peut-être dire un petit mot, mais quand on voit encore au niveau de votre ministère, vous avez d'autres réalisations, peut-être que nous allons les prendre rapidement, puisqu'on aura aussi le temps de questions, hein, puisque moi, ça c'est d'abord le dialogue avec moi, mais évidemment, il y a les deux autres membres de l'équipe qui sont là, ils ont des questions, et aussi hein, ceux qui nous suivent, ils écrivent sur Twitter ou sur YouTube. J'ai déjà vu une question de un qui a déjà participé aussi au dialogue avec, et une question pour vous, donc depuis la France. Et donc, cette histoire de la formation sur la lutte contre les discours de haine et de discrimination, c'est important. Mais après, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. J'énumère comme ça rapidement la remise de matériel agricole, c'est très important. Remise de matériel aratoire pour les brigades agricoles de jeunes, foire de jeunes entrepreneurs, financement de jeunes entrepreneurs, remise de subventions au programme présidentiel d'entrepreneuriat de jeunes, remise de fonds aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat. Donc, beaucoup de choses. Vous pouvez un peu commenter ça rapidement, monsieur le ministre, comme ça on passe aussi à des séries de questions avec d'abord les deux membres de l'équipe du dialogue avec, et puis après aussi, on va donner la parole à ceux et celles qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez énuméré, il y a un aspect important dans la promotion de la jeunesse que nous avons eu à travailler, c'est la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Il faut quand même le retenir. C'est depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir que la question d'entrepreneuriat de jeunes a connu, il faut quand même le reconnaître, une certaine considération de la part du gouvernement. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place. Et il y a des programmes d'accompagnement avec la Fondation Tony et le Melou, où 100 jeunes entrepreneurs ont été accompagnés avec 5 000 $ chacun. C'était à l'issue d'un concours. Il y a également le programme PADEM-PME de 100 millions de $, 50 millions de la part du gouvernement, 50 millions en appui de la Banque mondiale, où 1000 jeunes entrepreneurs ont été accompagnés à l'issue d'un concours des plans d'affaires. Il y a également le programme de Conféges, qui est la conférence des ministres de jeunesse et des sports de l'Union africaine. C'est une entité de la francophonie qui, depuis notre arrivée, a commencé maintenant à financer la République démocratique du Congo. Et nous sommes à la 3e édition, et j'informe déjà à tous les jeunes entrepreneurs qui suivent, nous allons déjà lancer les appels parce qu'il y a également une disponibilité de financement des 10 jeunes entrepreneurs. Et toujours dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a également beaucoup d'incitations. Au niveau du FPI, il y a même les taux d'intérêt pour les jeunes qui veulent se lancer dans le projet industriel qui est rabaissé de 10 à 4%. Et au niveau des fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, les taux d'intérêt pour le financement des jeunes est à 2%.
Et il y a autant d'opportunités, mais également ce qui est clair à retenir, c'est que le gouvernement qui est en train de partir a réussi à mettre en place deux lois majeures. C'est la loi sur l'entrepreneuriat de jeunes et sur l'entrepreneuriat en général, mais également la loi sur les startups depuis le 30 septembre 2023, qui sont les deux lois qui nous permettront de pouvoir réglementer sur les avantages et les différentes incitations à accorder aux entrepreneurs en République démocratique du Congo. En tout cas, merci, merci beaucoup, hein, Monsieur le ministre, pour ces explications et félicitations pour tout ce que vous avez pu faire, hein, pour les jeunes, pour surtout les jeunes entrepreneurs et pour différentes activités de votre ministère. Et nous allons passer maintenant à des séries de questions, en commençant d'abord par les membres de l'équipe. Hein. Je vois déjà Patricia qui sourit. Je crois qu'elle doit avoir suffisamment de questions. Alors, nous allons commencer avec des séries de questions après cette petite pause. Dans quelques instants, nous nous retrouvons. Voilà, nous profitons évidemment pour faire un petit coucou, un petit salut à notre graphiste, M. Abou, patriote depuis l'Afrique du Sud, qui nous suit derrière. Alors, maintenant, série de questions, en commençant par Patricia. Des questions, une question, deux, trois, alors. J'en ai plusieurs, mais je vais commencer par deux questions, comme ça je vais laisser aussi à Yves la chance de poser ses questions. Alors, Monsieur le ministre, la RDC est marquée par le taux élevé du nombre des moins de 25 ans. En faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé 60%, mais je pense que vous devez avoir les données exactes. C'est en fait l'environnement socio-culturel est spécifique et tout ça, ça sous-entend que nous devons avoir vous devez avoir des programmes spécifiques pour cette portion de la population. Je suis en fait vraiment de ceux qui pensent que les programmes proposés par certains ministères, et le vôtre aussi, je vais vous l'avouer, je pense qu'ils n'ont pas un impact assez important sur le nombre élevé de jeunes que nous avons. Je ne connais pas les raisons exactes, mais moi, quand je vois un petit peu l'état des jeunes à Kinshasa, pour y être plusieurs fois dans l'année, j'ai plutôt l'impression d'avoir en face de moi une jeunesse un peu désœuvrée, déscolarisée, des gens qui sont dans l'incivisme, etc. Maintenant, je me demande quels sont les programmes, en fait, est-ce que ce ne serait pas une meilleure idée de proposer à ces gens-là de créer, de penser et de réfléchir leur propre programme? Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que la jeunesse de Kinshasa ne peut pas avoir le même programme qu'un jeune qui se retrouve, qui est à Bukavu, par exemple. Ils ne vivent pas la même réalité sociale. On est dans le même pays, le pays est gigantesque, mais ces deux jeunes-là ne vivent pas la même réalité sociale. Alors, face à ces questions-là, qu'est-ce que votre ministère fait? Comment est-ce que vous abordez ces questions-là? J'imagine que ça doit être très difficile puisque le pays est très grand, donc ça doit être vraiment un travail monstre. Donc ça, ce serait ma première question. Et la deuxième question, c'est vraiment un peu... Peut-être, Patricia, si vous permettez qu'il réponde peut-être d'abord à la première question. Hein. Non, on peut aller avec la deuxième question, comme ça je réponds. Ok, alors ça va. Notre ministre est à l'intello, c'est un docteur. Hein. Ok, donc la deuxième question, c'est plus sur l'impact de la musique. L'impact de la musique, les nganda, les églises, sur la jeunesse. Est-ce que vous avez des programmes spécialisés pour... j'ai entendu tout à l'heure que vous avez parlé de la nouvelle citoyenneté. On entend souvent des slogans du genre la nouvelle citoyenneté, mais on n'arrive pas vraiment à palper l'impact de ces programmes-là dans la vie, dans notre environnement de tous les jours. Donc, c'est ça un petit peu. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le ministre.
Il nous entend? Vous avez la parole, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Il y a problème de connexion peut-être? Problème de connexion. Ah oui, alors il va nous revenir rapidement d'ailleurs. Voilà, il est déjà revenu heureusement. Monsieur le ministre, voilà, j'avais un petit problème technique. Est-ce que vous avez suivi la question de Madame Patricia? Malheureusement, la deuxième question, je n'ai pas suivi. Si Madame alors, Patricia, si vous pouvez reprendre la deuxième question qui est quand même aussi importante, c'était notamment le problème des musiciens d'Inganda et des églises. Okay. Bon, hein, Patricia, si vous pouvez répondre. Oui, bien. Donc, la deuxième question, c'était pour savoir un petit peu quel genre de programme vous mettez en place pour minimiser, en fait, pour vraiment baisser l'impact de la musique des Nganda et des églises sur la jeunesse, parce qu'on voit un petit peu comment la jeunesse dans d'autres pays évolue, notamment en Afrique ici. Les jeunes sont un petit peu moins impactés par ça. Ici au Congo, on voit que une grande portion de cette jeunesse-là est très impactée par ces facteurs-là qui sont parfois négatifs et qui empêchent un certain développement, etc. Donc, j'aimerais savoir quel genre de programme vous avez mis en place et, pour aider ces jeunes-là. Okay. Merci beaucoup pour ces deux questions. Premièrement, comme vous l'avez dit, la population jeune en République démocratique du Congo de moins de 35 ans est estimée à 65% de la population globale de notre pays. Et sur la question, ce qui concerne les programmes spécifiques de jeunes dans de différentes provinces, effectivement, nous avons au niveau de la République démocratique du Congo, au sein du ministère de la Jeunesse, ce que nous appelons les centres d'insertion socio-professionnelle de jeunes à travers le pays. Nous avons 108 centres à travers le pays et effectivement, ce que vous avez proposé, c'est ce qui s'est fait déjà. Chaque province a un programme spécifique. Donc, nous avons ce que nous appelons des référentiels des métiers. Donc, la réalité des différentes provinces font assez que, au sein de nos centres d'insertion socio-professionnelle qui reprend les jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes qui sont en déperdition scolaire, nous avons des programmes qui sont, c'est selon le demande au niveau de ces points. Je donne l'exemple. Dans la Mongala, nous n'avons pas un programme sur la métallurgie parce que d'abord, il n'y a pas de courant. Deuxièmement, il n'y a pas assez d'infrastructures qui puissent nous permettre à ce que nous puissions nous-mêmes au sein de nos centres former ces jeunes dans cette orientation. Nous avons plutôt dans la Mongala des référentiels des métiers qui sont liés directement à l'agriculture, qui sont liés directement à l'élevage. C'est le cas dans d'autres provinces. Et pour le cas de Kinshasa, c'est là où nous avons vraiment des larges options, parce qu'ici, nous avons environ 12 filières dans la ville-province de Kinshasa. Et quand vous arrivez dans le Haut-Katanga, nous avons par exemple à Lubumbashi, dans notre centre de Katuba, où le jeune, au-delà de la coupe-couture, au-delà de la mécanique, au-delà de l'informatique, au-delà de la construction, ils ont la métallurgie parce que nous sommes dans une province minière où la plupart des jeunes également s'orientent dans ces métiers. Donc, nous avons à travers les 108 centres à travers le pays, selon les réalités locales des provinces, des orientations spécifiques. Pour la deuxième question, d'abord, ça, il faut que je vous le dise, la réglementation en ce qui concerne les bars ne relève pas du ministère de la Jeunesse. La réglementation relève de l'hôtel des provinces, donc de la ville. Ce n'est même pas de la province, mais des maires des villes. Donc, il y a une réglementation qui existe déjà, mais la difficulté, c'est son application. Donc, elle n'est pas appliquée. Et pour revenir sur ça, nous savons, moi en tout cas, j'estime que le bar également dans notre pays, s'ils sont bien réglementés, peuvent constituer une source de tourisme en République démocratique du Congo. Moi, je l'estime comme ça. Au-delà du fait que c'est une source de revenus pour le trésor, pour la fiscalité, mais également, je l'ai dit, en tout cas, sans peur d'être attaqué, que s'il y a bien quelque chose qu'un touriste étranger aimerait voir en République démocratique du Congo, pour l'instant, en tout cas, la plupart des cas, c'est les débits des boissons, la plupart des cas, c'est Capella, la plupart des cas, c'est Ngoulou, tout ça. Et c'est à nous, la République démocratique du Congo, de pouvoir réfléchir comment capitaliser cela et que ces activités soient réellement une source de visites pour les différents touristes.
Parce qu'en ce qui concerne les infrastructures, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup d'infrastructures, mais nous avons une richesse qui est notre culture, qui est notre musique, que nous devons utiliser à bon escient pour attirer les touristes. Et sur cette question, nous déjà au niveau du ministère de la Jeunesse, à travers le Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons mis un programme avec le Fonds de promotion culturelle récemment là, pour accompagner les jeunes dans le domaine culturel. Mais pour ce qui est des jeunes qui sont exposés à la pollution sonore, pour l'instant, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons même pas de moyens de pouvoir, pour l'instant, mettre en place un programme, étant donné que, je donne l'exemple, pour la ville de Kinshasa, nous n'avons que 4 centres d'insertion. Vous imaginez avec une population très nombreuse et avec des infrastructures très limitées, déjà, ces infrastructures accueillent difficilement des jeunes qui sont en décrochage scolaire et en déperdition scolaire. Et pour l'instant, nous n'avons pas un programme. Et je pense que peut-être dans l'avenir, cela doit être réfléchi pour pouvoir accompagner nos jeunes qui sont victimes, il faut quand même le dire, de toutes ces pollutions à travers nos quartiers. Mais en ce qui concerne l'abandon de jeunes, je crois que c'est... moi, j'ai toujours eu une réaction contraire et un avis contraire dans cela. S'il faut comptabiliser le nombre de jeunes aujourd'hui en République, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, s'il faut compter le nombre de Kuluna, s'il faut compter le nombre de jeunes qui sont dans le banditisme urbain, ce nombre-là n'est pas supérieur aux jeunes qui sont à l'université, ce nombre n'est pas supérieur aux jeunes qui sont à l'enseignement, ce nombre n'est même pas supérieur aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, nous devons à un moment donné aussi faire une analyse, bien que je n'ai pas de statistiques, mais je crois que le petit travail que nous avons effectué pour essayer de recenser les jeunes entrepreneurs qui sont dans le secteur informel en République démocratique du Congo, nous sommes tombés à Kinshasa, pardon, déjà, pour toute la République, on était à plus de 60 000 et pour la ville de Kinshasa, nous sommes à plus de 10 000 et j'ai doute fort que la ville de Kinshasa ait plus de 10 000 Kuluna ou 20 000. Donc, je pense que nous regardons souvent la partie du verre qui est vide et plutôt de regarder également la partie du verre qui est remplie parce qu'il faut quand même le dire, depuis un certain moment, le jeune Congolais se lance dans l'entrepreneuriat et ils ont beaucoup d'accompagnement, que ce soit du part du gouvernement, que ce soit de la part des partenaires, parce qu'ici, on a évoqué les différents projets du gouvernement, mais également des partenaires qui font des projets de financement, que je peux citer Kiso, qui est un partenaire canadien qui, pour l'année passée, a mis pratiquement 4 millions de dollars pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Et je crois que nous devons plutôt encourager cela, plutôt que de se focaliser sur ces jeunes qui sont dans le banditisme ou en crise avec le civisme, qui doivent être accompagnés, parce que moi, je me dis, ces jeunes sont victimes aussi. Peut-être ils n'ont pas eu de moyens pour aller à l'école, peut-être ils n'ont pas eu la possibilité pour trouver un emploi et ils se sont lancés dans cela. Et il y a la loi qui existe, mais à côté de la loi, je crois qu'il y a une rééducation qui doit être faite, sérieusement, que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais nous avons quand même réussi, pour l'année passée, à installer une bibliothèque à la prison de Makala. Et le souci était de mettre également un centre de formation à Makala pour pouvoir former tous ces jeunes qui sont en délinquance juvénile. Voilà, merci beaucoup. On va... Un instant, Père, je voulais juste demander, Monsieur le ministre, quelle est la part, en fait, le pourcentage du budget national qui revient au ministère de la Jeunesse? C'est une question délicate. Bon, on va voir si le ministre va nous répondre. Non, elle n'est pas délicate. Elle n'est pas délicate. Pour cette année, le budget du ministère de la Jeunesse est à 46 milliards de francs congolais, 851 226 000 francs congolais. Donc, vous comprenez que c'est un budget infiniment... En dollars pour que nous puissions comprendre, monsieur le ministre, en dollars un peu, puisque tout au Congo, c'est toujours les dollars. Puisque sinon, moi, je ne comprendrais rien si on parle... Même en pourcentage. En pourcentage. Ah, en termes de pourcentage, on est à 0,2%. Hein. Mais en termes de dollars, ça représente à peu près combien? Comme ça, on a quand même une idée. En termes de dollars, avec les taux... Non, c'est environ 14 à 15 millions de dollars. Ah. Seulement. Bon, c'est quand même pour la jeunesse. Bon, nous n'allons pas juger le gouvernement maintenant, mais quand même. Non, mais il faut comprendre que le budget en matière de la jeunesse n'est pas logé qu'au ministère de la Jeunesse. Il y a la formation professionnelle,
Il y a également le ministère de l'EPST et l'enseignement supérieur. Il y a le ministère de l'entrepreneuriat où il y a également les différents budgets. Je pense que si nous associons, donc ça pourra faire quelque chose bien que signifiant. Ok, alors merci beaucoup Patricia. Nous allons encore revenir à vous. Le temps de faire encore le tour puisqu'il y a encore aussi Yves Kacha qui doit avoir des questions, mais bien que nous avons cette priorité pour les gens qui sont là, le temps d'accueillir aussi un autre membre de l'équipe qui nous a fui depuis longtemps, qui est responsable du service français de Radio Vatican, mon successeur un peu en partie. Alors bonsoir Stani, bienvenue encore, heureux de nous retrouver. Ça va Stani? Bonsoir bonsoir Monsieur le Ministre et bonsoir Madame Patricia, bonsoir Yves. Bonsoir. Merci, heureux de vous retrouver. Voilà, merci d'être là. Nous allons vous donner la parole dans quelques instants. Le temps de donner aussi la parole aux gens qui nous suivent, des téléspectateurs. Nous avons une question qui vient de France, Monsieur le Ministre, de Monsieur Mokarmel Maïnga qui nous suit depuis la France, je crois depuis la ville de Metz. Durant votre passage au ministère de la Jeunesse, quelles sont les initiatives entreprises et réalisées en faveur des jeunes de la diaspora? Une question qui vient de la France, de M. Mokarmel Maïnga, que nous avons déjà reçu ici aussi. Merci pour la question. En ce qui concerne les jeunes de la diaspora, principalement la France, parce que comme M. Carmel est également en France, nous avons depuis un moment commencé à discuter avec l'ancienne ministre, le Premier ministre, Madame Elisabeth Moreno, pour mettre en place un programme appelé Talent commun. C'est un programme que la France développe déjà avec le Sénégal, qui encourage le jeune de la diaspora à retourner dans leur pays avec un financement à 50% du gouvernement français et un financement à 50% du gouvernement congolais. Et en République démocratique du Congo, donc nous n'avons réussi qu'à mettre en place le fonds spécial pour la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat de jeunes il y a une année, et également parce qu'au Sénégal, il y a l'EDER, qui est le développement de l'entrepreneuriat rapide, qui travaille avec l'Agence française du développement pour mettre en place ces programmes. Et nous avons déjà les correspondants dans notre pays. Et j'espère qu'avec le nouveau gouvernement qui va arriver, le programme va continuer pour permettre aux jeunes Congolais de la diaspora de bénéficier également des différentes opportunités qui sont accordées aux jeunes Congolais qui sont dans le pays. Et donc, c'est beaucoup plus dans le secteur de l'entrepreneuriat qui initiative déjà a commencé à l'époque avec Madame Elisabeth Moreno qui m'a reçu au niveau de la France pour la mise en place de ces programmes qui est déjà expérimenté avec le Sénégal. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec les questions, mais nous allons d'abord faire un petit saut au Vatican, justement, ici au Vatican, qui est différent de l'Italie, pour avoir quelques nouvelles rapidement avec le père Stanislas Kambashi. Alors, Stani. Merci pour la parole. L'actualité dominante au Vatican, c'est la remise de la bulle d'indiction du jubilé de 2025. Hier, le pape a célébré les vêpres dans la basilique Saint-Pierre et il a remis officiellement ce qu'on appelle bulle, c'est-à-dire le document qui ouvre une année jubilaire, qui trace les programmes de l'année jubilaire et qui donne les intentions ou les souhaits de ce que l'Église voudrait réaliser durant cette année-là. Alors, un jubilé dans ce cadre ici, c'est quoi? C'est un terme qui trouve son origine dans la Bible, dans la culture et la religion juive. Un jubilé devait être convoqué tous les 50 ans. L'idée derrière, c'est que c'était une année d'expiation ou encore un nouveau départ. C'est une année, c'était une occasion où les Juifs devaient remettre un rapport correct avec Dieu, refaire le rapport avec Dieu, avec les autres, libérer les prisonniers, remettre les dettes et libérer tout ce qui était retenu un peu comme captif. C'était ça un peu l'idée, un nouveau départ. Alors, l'Église a récupéré ça. Déjà, Jésus lui-même a dit « Je suis venu pour libérer les prisonniers, redonner la vue aux aveugles, et ainsi de suite, ainsi de suite. » L'Église a récupéré ça et tous les 25 ans, depuis 1470,
l'Église convoque des années jubilaires qui ne sont pas seulement une série d'événements, mais aussi un cheminement spirituel, une année au cours de laquelle on invite les chrétiens à faire des pèlerinages, par exemple, une année au cours de laquelle les chrétiens sont invités à une certaine conversion, mais aussi à pouvoir remettre un peu dans les bons sens les rapports qui étaient jusqu'ici, pas dans les bons sens, quoi, disons ça comme ça. Et puis, quels sont les souhaits du pape pour cette année jubilaire? Le pape appelle, par exemple, à mettre fin aux guerres parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de désespoir dans le monde. Et d'ailleurs, le titre de la bulle, c'est « Spes non confundit », c'est-à-dire « l'espérance ne déçoit pas ». C'est tiré de la lettre romaine « Spes non confundit ». Et puis, le thème, c'est « Pèlerin d'espérance ». Donc, en 2025, le jubilé aura pour thème « Pèlerin d'espérance ». Donc, outre les guerres, le pape appelle à la relance des natalités dans les pays où il y a ce qu'il appelle l'hiver démographique, dont l'Italie, l'Europe, l'Occident en général. Et il y a aussi l'abolition de la peine de mort, là où ça existe encore, la libération des prisonniers, et puis la remise des dettes aussi des pays pauvres. Ça, ce sont ses appels, ses souhaits pour cette année jubilaire. Et l'année jubilaire, officiellement, commence le 24 décembre 2024 avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Le 24 décembre, et va se clôturer le 24 décembre 2025. Même s'il y a d'autres portes saintes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer en 2026, en janvier. Donc, c'est le pape qui donnera les temps, le 24 décembre, en ouvrant la porte sainte. Et dans chaque diocèse, les évêques vont ouvrir aussi les portes saintes pour pouvoir démarrer l'année jubilaire. Alors, l'un des signes, c'est justement la porte sainte. Et lorsqu'on passe par la porte sainte, selon notre foi, on obtient l'indulgence. L'indulgence, c'est le pardon des péchés qui invite à la conversion. Et cette année, les chrétiens sont invités donc à faire les pèlerinages à ces endroits-là, à passer les portes saintes, mais à venir aussi dans la ville sainte, dans la ville éternelle, Rome, où le pape va ouvrir beaucoup de portes saintes, mais parce qu'il y a aussi la présence des deux martyrs, Pierre et Paul, qui sont quand même les deux colonnes de l'Église. Je me rappelle que lors du jubilé extraordinaire de 2016, c'était le jubilé de la miséricorde, beaucoup de pèlerins sont venus, notamment de la République démocratique du Congo, les diocèses, donc Kinshasa organisait comme ça des pèlerinages. Et je crois que les fidèles, les chrétiens ont eu une occasion de faire une sorte de ressourcement spirituel. C'est aussi à cela que nous sommes invités pour cette année jubilaire, donc de 2025. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, pas seulement à la porte sainte de Kinshasa ou de nos diocèses, faites un déplacement à Rome, venez prier et le Seigneur se souviendra certainement de vous. Voilà un peu la grande nouveauté qu'on a ici au Vatican. Alors, merci beaucoup pour ces nouvelles de l'ouverture de l'année jubilaire qui va commencer officiellement le 24 décembre 2024. Yves, vous êtes invité à Rome, c'est surtout, il faut pardonner les gens qui ont vos dettes, hein, disons. Voilà. Remettre les dettes, donc si quelqu'un a votre dette, oubliez ça, je demande à Yves. Alors, on va donner maintenant la parole aussi à Yves avant de revenir encore à ceux qui nous écrivent, hein, donc ceux qui nous suivent. Donc, peut-être on demandera aussi au ministre si il a un petit mot. Hein. Bon, je ne sais pas s'il est catholique ou quoi, mais sinon, il pourrait faire une intervention à partir de les nouvelles que nous a donné le père Stanislas Kambashi. Alors, une question ou deux pour le ministre. Moi, j'ai deux questions. Ben, avant de mais votre lumière est là, c'est comme encore quand vous étiez à Kinshasa. Là. En fait, je suis en train de changer le projecteur qu'il y a derrière. Ah, voilà, ok. Ok, moi j'ai une petite parenthèse pour l'année jubilaire. Père, vous vous rappelez qu'en 2016, j'ai été là-bas avec les enfants. Donc,
Si on peut arranger que le pape rencontre encore mon fils, qu'il voit un peu comment il a grandi, ça serait intéressant. Nous allons parler en dehors d'ici. Alors, d'abord la question au ministre. Ouais, la question au ministre, moi j'ai deux questions. La première question, c'est sur sa casquette de ministre de la nouvelle citoyenneté. Avant de commencer la question, disons la question principale, j'aimerais savoir où est-ce qu'il habite. De la question que je suis en train, disons, pourquoi je veux savoir où est-ce qu'il habite, c'est pour qu'il essaie de comprendre un peu que la tendance que j'observe sur Kinshasa actuellement est qu'une fois qu'on devient ministre ou bien qu'on obtient une position dans la société, on quitte le milieu naturel dans lequel on était et on oublie ses réalités. La plupart des gens qui sont devenus des députés, des ministres, ont quitté leur coin de Matete, Kingasani et compagnie pour se retrouver dans la Gombe. Ce qui fait qu'il y a un fossé énorme entre leur perception du monde et la perception du commun de mortel à Kinshasa. Je pose cette question parce que, comme l'a si bien souligné Patricia, il y a vraiment un certain décalage. Mais en entendant comment est-ce qu'il a dit que le budget national réservé à la jeunesse n'est que de 0,2%, je comprends complètement sa situation. Ma question est dans ce sens-là, la première. La deuxième question, mettons de côté la facette publique de ministre qu'il a, il n'a-t-il pas une certaine frustration de voir que certaines prérogatives, bien certaines actions qu'il aimerait poser, lui en tant que ministre, sont stoppées par la présence d'autres ministres qui ont les mêmes compétences, bien qui ont des compétences qui empiètent sur les siennes. Et la dernière sous-question, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Par rapport à l'apport, disons, aujourd'hui nous sommes un pays en guerre, nous sommes un pays militairement qui est très faible. En tant que ministre de la jeunesse, quelle est l'approche que son ministère a mis en place par rapport à une, je dirais, patriotisation de la jeunesse congolaise? Voilà, merci pour la question. La réponse ou les réponses de la part du ministre. Merci beaucoup pour les questions. Et premièrement, bon, moi j'habite Ngalema, mais avant de venir ministre à Kitambo, je n'ai même pas déplacé des 500 mètres de mon lieu d'habitation. Donc, je suis à moins de 500 mètres de mon lieu d'habitation initial. Et ce qui veut dire que la réalité, je suis d'un parti des masses, hein, je ne suis pas ici de la bourgeoisie, non. Je suis d'un parti des masses. J'ai côtoyé l'université de Kinshasa et je dois vous le dire, l'université de Kinshasa dans laquelle moi j'étais logé dans le home, et aujourd'hui je pense que c'est 200 fois plus que meilleur. Et pendant que moi j'étais étudiant, quand tu étais dans le home, tu prenais ta douche et s'il y a un voisin du nouveau supérieur qui prenait sa douche, tu avais l'eau sur toi. Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont fournis, ça il faut les reconnaître, que ce soit au niveau de l'UNIKIN, que ce soit au niveau de l'UPEN. À l'UEC, il y a beaucoup d'autres universités où le gouvernement est en train de fournir des efforts pour réhabiliter ces infrastructures. Mais pour ce qui est du constat que vous avez fait, effectivement, je l'ai dit ici, le constat est amer, c'est général. Et je pense que cette situation, nous devons nous tous prendre conscience et comprendre que ce travail pour le changement des mentalités, c'est un travail que nous devons faire nous tous. Parce que c'est nous tous qui en sommes victimes. Il n'y a pas d'un côté de gagnants et de l'autre côté des perdants. Tant que la population croira que dans cette situation, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont épargnés, je pense que nous nous trompons. Nous nous trompons. Et si hier, nous avons eu à critiquer le pouvoir qui était en place, c'est parce que nous avons constaté qu'il n'y avait pas des efforts. Mais si aujourd'hui, nous faisons des efforts et que les erreurs du passé sont refaites aujourd'hui, je pense que nous serons dans un cercle vicieux. Il y aura toujours des changements de régime et on aura toujours de camps opposés et ça n'aidera pas le pays à avancer.
Je pense qu'il faut dans certaines matières que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions obtenir les changements que nous voulons. Et sur la question de chevauchement, bon, je pense que ça ne doit pas être une frustration. C'est vrai, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de chevauchements au niveau de nos différents ministères, étant donné que nous avons des compétences des fois qui se rentrent dedans, qui se rencontrent. Et mais moi, je privilégie toujours la complémentarité à chaque fois que cette situation arrive. Et je ne pense pas qu'il m'est déjà arrivé à croiser les fers avec un collègue sur question d'empiètement des attributions. J'essaie toujours d'approcher, mais je suis vraiment reconnaissant. Ça m'est arrivé une fois. Je me rappelle, c'est avec mon collègue et mon aîné qui était ministre de l'entrepreneuriat. Sur la question d'entrepreneuriat de jeunes, moi, j'avais estimé que dans la loi, il était très clair, il y avait beaucoup d'avantages qui étaient accordés pour les jeunes, mais moi, j'avais estimé qu'une question importante c'était l'accès au marché pour les jeunes, et j'avais proposé 30% pour un quota réservé aux jeunes pour les marchés publics. Cela m'a été refusé du gouvernement et j'étais très frustré, et j'ai eu même des mots dits envers mon aîné, mais on a arrangé la situation et désormais on travaille ensemble. Et je pense que cela ne doit pas être une raison qui doit appeler les membres du gouvernement à en découdre chaque fois. Et pour ce qui est de la situation de notre pays sur le patriotisme, effectivement, nous avons organisé plusieurs activités de sensibilisation au niveau des universités, au niveau des quartiers, dans beaucoup de provinces, pour sensibiliser les jeunes d'abord dans l'enrôlement dans l'armée. Et il y a des jeunes qui ont répondu quand même, il faut quand même le dire. Il y a eu 40 000 jeunes depuis l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 4 novembre 2022, pour adhérer à notre armée. Il y a plus de 40 000 jeunes qui ont adhéré à l'armée et qui sont formés aujourd'hui, et pour la plupart qui sont déjà affectés dans leurs différents postes. Mais également, nous sensibilisons le jeune à travers cette initiative que nous avons eu à mettre en place avec le guide sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté aux jeunes, au patriotisme. Nous l'avons fait au niveau des universités. Nous l'avons fait également avec les artistes. Et comme je l'ai dit ici, nous avons été accompagnés par beaucoup d'artistes qui ont chanté sur la question du patriotisme et des luttes contre le tribalisme, en envie de sensibiliser la population congolaise. Mais je reconnais que c'est difficile d'atteindre toute la couche de la population au regard des mécanismes jusque-là mis en place. Et je crois que nous avons, toute la communauté, ses devoirs de faire passer ces messages et d'apprendre le patriotisme, que ce soit à nos enfants depuis la maison. Et je crois que ce n'est que dans ce sens-là que nous pourrons largement atteindre la population et surtout nos familles. Alors, nous avons seulement une dizaine de minutes qui nous restent. Nous allons essayer d'aller rapidement, puisque je vois qu'il y aura encore des questions de la part de l'équipe qui est là. Et nous repartons en France, toujours avec Mokarmel Maïnga, qui dit ceci, Monsieur le ministre. Voilà, on fait parvenir quand même ce qu'il écrit. Les étudiants congolais que je représente avons approché plus d'une fois, je crois qu'il voulait dire notre ministre, sans suite favorable. Alors ça, c'est toujours M. Mokarmel Maïnga qui ajoute ceci. Aussi, les fonds mis en place semblent être réservés aux jeunes vivant en République démocratique du Congo. Nous venons de les approcher pour une activité des étudiants, financement des projets entrepreneuriaux, mais sans suite. Voilà un peu, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Merci pour la préoccupation. Je pense que, bon, moi, en tout cas, à ce que je sache, je n'ai jamais reçu une correspondance qui vient des étudiants congolais de la France. S'il en a, il peut nous les transmettre, même à travers vous. Ça nous aidera à pouvoir répondre à leurs préoccupations. Mais plutôt, nous avons même au niveau de la France, c'est les rares pays où la République démocratique du Congo, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons un représentant au niveau de la France qui fait un peu les liens entre les ministères et les structures associatives des jeunes au niveau de la France. Nous allons communiquer leurs coordonnées. Ça permettrait également aux jeunes Congolais qui sont en France de pouvoir entrer en contact avec eux. Nous avons même un jeune ambassadeur de la jeunesse qui
qui est issu de la communauté congolaise de France, à Adoyoué. Je crois que c'est déjà des efforts qui ont été fournis pour ces rapprochements. Et aussi pour information, au sein de notre ministère, le chargé d'études qui s'occupe des questions du Congolais de la diaspora, il est originaire de la France, de Strasbourg. Je pense que c'est non loin de Carmel. Pour ce qui est de fonds, effectivement, je l'ai dit ici, ce sont des initiatives qui viennent d'être lancées. Ce sont des initiatives pilotes. Même pour le programme PADMPME, nous avons commencé par 4 provinces. La ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga, le Nord Kivu, le Congo central. C'était un programme de 100 millions de dollars de financement. Pour la deuxième étape, nous avons maintenant le programme Transform, qui est un programme de financement d'entrepreneuriat des jeunes de 300 millions de dollars. Nous sommes passés de 4 à 9 provinces. Il y a bien d'autres programmes également, PEJAP, qui est le programme d'accompagnement de jeunes dans l'agribusiness et qui est un programme pilote dans 6 provinces. Donc, je pense que les préoccupations des jeunes de la diaspora, nous allons les amener au niveau du gouvernement. Peut-être le gouvernement qui va arriver pourra également tenir compte de ces milliers de jeunes Congolais, il faut quand même le dire, qui sont très patriotes, parce que je l'ai à constater. J'ai organisé plusieurs fois des conférences avec des jeunes Congolais de la diaspora, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et je n'ai pas peur de dire que ces compatriotes sont vraiment dotés d'une dose de patriotisme très élevée et d'un amour pour leur pays. Et nous sommes également obligés de penser à eux. Et très souvent, ici, dans le pays, nous pensons qu'ils ont tout ce qui leur doit. Mais j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs congolais en France et en Belgique et en Allemagne. Et ils ont également besoin d'un accompagnement de l'État congolais. Nous avons fait ce plaidoyer-là au niveau du ministère des Affaires étrangères parce qu'il faut quand même le dire, c'est une question d'extranéité. Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je suis ministre de la Jeunesse, mais pour ce qui est de jeunes qui sont à l'extérieur, je dois obligatoirement passer par mon collègue des Affaires étrangères qui est responsable de ces secteurs, mais j'ai quand même y organisé ces activités pour recevoir ces préoccupations de jeunes. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, nous allons faire un dernier tour rapide, tout au plus 1 minute à chacun, s'il y a encore des questions, sinon on passe au suivant. Alors, Patricia, une autre question, une dernière ou 2 dernières? Oui, une dernière question. Monsieur le ministre, vous allez reprendre votre casquette de militant de l'UDPS avec cette question. Je voulais savoir pourquoi le slogan « Le peuple d'abord » a disparu du narratif congolais. On n'entend plus parler de ce slogan-là, « Le peuple d'abord », alors que c'est un slogan qui était très porteur, rassembleur, et qui a rassemblé beaucoup de monde et qui a propulsé aussi votre parti au pouvoir aujourd'hui. Mais on n'entend plus parler du peuple d'abord, on entend beaucoup de choses, mais pas du peuple d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec modestie, je dirais que ce slogan n'a jamais disparu dans le programme que l'UDPS a mis en place. Pourquoi? Premièrement, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, les fonctionnaires ont vu leur salaire augmenter de 35%, ce qui n'a jamais été fait en République démocratique du Congo. Bien qu'insuffisant, je suis reconnaissant que jusque-là c'est insuffisant, mais il y a quand même une augmentation de 35%. Deuxièmement, en ce qui concerne l'emploi de jeunes, il y a environ, aujourd'hui, on est à plus de 10 000 jeunes qui sont bénéficiaires du programme de rajeunissement de l'administration publique sur base de concours. Ce n'est plus de recrutement fait par cousins, cousines ou par connotation politique, ce qui n'a jamais été fait en République démocratique du Congo. Troisièmement, la place de l'enseignant en République démocratique du Congo. Vous devez le reconnaître. Nous avons réussi à casser cette barrière qui existait entre les enseignants des villes et les enseignants des villages. Avec le programme de la gratuité de l'enseignement, nous avons réussi à ramener plus de 500 000 enseignants. 500 000 enseignants, je le dis bien, sur la liste des payes. Le peuple d'abord, c'est aussi ces militaires-là qui sont des blessés de guerre. 33 000 militaires congolais blessés de guerre qui étaient rayés sur la liste de paye 3 mois après leur invalidité ont été remis sur la liste de paye et ils bénéficient d'un traitement égal à un soldat actif. Ça aussi, c'est le peuple d'abord. Les peuples d'abord. La réhabilitation des différentes infrastructures, que ce soit au niveau des écoles. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, plus de 700 écoles construites. Et si vous comparez
depuis le départ du Belge jusqu'au départ du président Kabila, il n'y avait que 316 écoles. Ça aussi, c'est le peuple d'abord. La réhabilitation des différents hôpitaux, que ce soit à Kinshasa, je donne l'exemple de l'hôpital général de Kinshasa, la réhabilitation de l'hôpital Joseph Nsendwe à Lubumbashi, c'est aussi le peuple d'abord, c'est la part du social. L'alignement de plus de 10 000 médecins à la prime des risques, c'est aussi le peuple d'abord. Et pour votre information, je suis médecin. Depuis l'arrivée, permettez-moi de le dire, vous nous dites toujours que nous sommes co-comparatifs. Tous les mandats du président Kabila, de 18 ans, il n'y a que 3600 médecins qui ont été alignés à la prime des risques. Mais avec l'arrivée du président Tshisekedi, 10 000 médecins ont été alignés à la prime des risques. Depuis l'arrivée du président Kabila, sur les 18 ans, il y a moins de 1000 médecins qui ont été admis à la fonction publique. Avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, c'est 10 000 médecins admis à la fonction publique, dont moi-même. J'ai commencé à travailler pour l'État congolais depuis 2017. La première fois d'être admis à la fonction publique, c'est en 2022. Donc, je suis aussi parmi les frustrés. Donc, c'est pour vous dire que, madame, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais beaucoup également restent à réaliser. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait, mais nous avons réalisé mieux que tout le monde. Ça, si on pourra organiser une autre conférence où on va parler des réalisations avec l'arrivée du DPP. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. J'ai vu que j'ai réveillé le militant en vous, ça fait plaisir. Oui, mais il reste militant comme il a dit. Hein. Ce n'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas grave. Alors, Patricia, une autre question ou bien c'est déjà fini? On passe aussi. Je vous remercie, Père. Ok, alors on donne aussi la parole, peut-être, je ne sais pas si Père Stani a un petit mot ou bien une petite question au ministre. Moi, j'ai plutôt vu, monsieur le ministre a vraiment parlé en militant et j'ai du mal. Pour la dernière question, peut-être, hein, pour la dernière question, c'est normal. Quand on demande n'importe quoi. Il n'y a pas moyen de faire autrement. J'ai du mal à me retrouver, en tout cas, dans ce que monsieur le ministre a dit. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dehors, mais quand il m'arrive d'aller chaque année quand même au pays, je ne me retrouve pas encore. Et puis, en côtoyant les jeunes, en lisant les infos, je ne sais pas encore toutes ces réalisations, où est-ce qu'elles sont visibles. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait preuve à l'appui, mais peut-être que les lieux ne permettent pas. Mais peut-être aussi le temps, pas seulement le temps, puisque on l'a reçu d'abord pour parler de lui et de son ministère. Sinon, là, vous l'obligez plutôt à parler de tous les gouvernements ou bien de son parti. Sinon... Non, des réalisations. Donc, je suis disponible à me prêter à l'exercice. Ça serait une Alors, rapidement, le temps pour... Oui. Mais, monsieur le ministre, il y a aussi une question, je ne sais pas si vous aviez abordé ça, de jeunes qui sont désœuvrés et qui n'ont pas étudié, par exemple, et qui passent tout leur temps à suivre les foot, à commenter, à boire et ainsi de suite. Voilà. Pour ces jeunes-là, je ne sais pas si vous avez abordé cette question parce que vous êtes rejoint en retard. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place parce qu'ils sont tellement nombreux et ils constituent également une bombe à retardement? Merci beaucoup pour la question. Je pense que sur les différents chiffres que j'ai avancés ici, les éléments sont là. Je pense que je peux même transmettre les différents éléments, que ce soit les financements de projets de jeunes, que ce soit les réalisations du gouvernement. En tout cas, comme je l'ai dit, je suis prêt vraiment à entrer dans ces débats-là. Et en ce qui concerne votre question sur le jeune, effectivement, je l'ai dit ici, vous n'étiez pas encore connectés, nous avons des centres d'insertion de jeunes à travers le pays. Et ces jeunes désœuvrés, il faut quand même les rappeler aussi que l'insertion professionnelle n'est pas obligatoire. Ça, c'est même partout, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Occident, nous avons toujours ces cas de jeunes désœuvrés. Nous avons également besoin de cet accompagnement des parents. Nous n'allons pas arrêter les jeunes qui sont à Victoire, nous n'allons pas arrêter les jeunes qui sont à Magasin pour les obliger d'aller dans nos centres d'insertion. Nous encourageons plutôt les parents à pouvoir envoyer le jeune dans le centre d'insertion pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs que l'État a mis en place. Donc, c'est un peu ça aussi la difficulté parce que les jeunes ne sont pas dans le même cadre que les enfants sur la gratuité de l'enseignement, d'ailleurs qui n'est même pas encore obligatoire dans notre pays comme dans d'autres pays. Je pense que c'est peut-être une interpellation pour qu'on y en arrive
et que nous puissions rendre obligatoire l'enseignement primaire qui est déjà rendu gratuit par le gouvernement et pourquoi pas aller jusqu'à l'insertion socio-professionnelle pour pouvoir récupérer tous ces jeunes qui sont désœuvrés parce qu'il y a beaucoup de programmes, que ce soit au programme agricole. Nous avons des brigades agricoles nous recevons beaucoup de jeunes qui sont également désœuvrés, qui sont formés gratuitement et qui sont accompagnés avec une politique d'octroi des terres que nous avons mis en place au niveau du ministère et également au niveau du programme d'entrepreneuriat de jeunes toujours. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont en train d'être sortis de ces statuts de désœuvrés. Mais comme je l'ai dit, nous avons également besoin de cet accompagnement de la communauté pour pouvoir les orienter vers ces centres qui encadrent et forment les jeunes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Dr Yves Boukoulou. Et Monsieur Yves Kacha, comme ça, nous essayons quand même de libérer le ministre. Hein. Non, il a dit qu'il se prêtait à l'exercice, père. Que ça lui soit à prolongation, mon père, s'il vous plaît. Vous êtes les Barcelonais, bon, vas-y vite. Faut pas. Non, ben, écoutez, monsieur le ministre, par rapport à la question de nouvelle citoyenneté, il y a un constat que j'ai tiré ces dernières années, c'est que aujourd'hui, à tout bout de champ, c'est honorable excellence, honorable excellence. Je vous vois jeune, je vous vois avoir les pieds sur terre. Ça ne vous choque pas? Parce que moi, je fais un constat. Je voyage sur presque tous les continents. Et quand je suis devant un ministre, je dis, monsieur le ministre, ça passe. Mais chez nous au Congo, quand je suis devant un ministre, si je dis, monsieur le ministre, Obosani, excellence. Ça, c'est le protocole du ministre qui vous rappelle. Ça, dans votre approche sur la nouvelle citoyenneté, vous n'avez pas aussi touché à cet aspect-là? Ça, c'est une petite question, hein, vraiment en filigrane. Alors, je ne vous coupe pas la parole, peut-être il faut ajouter aussi, mais il y a des gens qui ne sont même pas ministres, qui ne méritent pas, mais qui veulent toujours être appelés excellence. Ça, il faut ajouter. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux comme ça, hein, les gens qui ne sont pas des ministres, mais qui veulent être appelés excellence. Ça, il faut dire les dialoguistes qui les par rapport à ça. Ça, disons, la deuxième question. Vous avez été ministre du Tourisme et aujourd'hui, vous êtes ministre de la Jeunesse. Je compare, hein, je sais que comparaison n'est pas raison, mais pour un pays potentiellement touristique comme le nôtre, et comme vous avez dit que vous êtes dans une option de faire un citoyen nouveau d'ici l'horizon 2035, chose que vous n'allez certainement pas voir, mais que vous êtes en train d'initier. J'avais une question dans le sens de vous poser. Aujourd'hui, si on décide de devenir un pays touristique, est-ce qu'il y a une formation des jeunes spécialisés dans ce contexte-là? Parce que le constat que je fais, chaque fois que je suis à Kinshasa et que je vais dans un restaurant, même si c'est le meilleur restaurant avec toutes les étoiles possibles, le service des hôtesses, le service n'est pas fameux. Alors que nous avons des pays voisins comme le Kenya, l'Ouganda, même si on ne veut pas le dire, le Rwanda. Quand on arrive dans un restaurant, on est vraiment servi comme il se doit, avec des normes. Je ne sais pas si vous avez aussi pris cet aspect des choses. Et ma dernière question, là, je veux un peu titiller le militant qu'il y a en vous. Et on a aussi l'occasion d'être avec un padre. Il y en a deux. Nous avons l'Église catholique qui est un pilier fondamental dans la formation dans notre pays. Quelle est l'approche que vous, en tant que ministre, c'est vrai que vous êtes sortant, mais très probablement vous serez aussi entrant, on croise les doigts, on touche du bois pour vous. Quelle est l'approche que vous êtes en train de prendre par rapport à l'Église? Je le dis pourquoi? Parce que moi, je suis un ancien du Collège Boboto. Le Collège Boboto a lancé des travaux sur la construction d'une section commerciale. Ça fait bientôt 6 ans que ces travaux sont aux arrêts, mais le bâtiment ou bien le collège, entre guillemets, est une école de l'État. Et moi, je voudrais avoir votre implication en tant que ministre de la Jeunesse pour qu'au moins ce bâtiment soit construit.
Voilà mes Merci beaucoup. bombardés. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je pense que sur votre première préoccupation, je crois que depuis, je crois que ça répond également à la préoccupation de Madame Patricia. En tout cas, j'ai mis quiconque à défi. Depuis l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, plusieurs fonctions ont été normalisées et le président de la République même reproché sur ça. Vous n'allez pas me contredire, mais ça continue. Oui, et effectivement. Je pense que c'est une tare que nous avons. Ce n'est pas en 5 ans ou à 10 ans que cela doit finir. Moi, je n'ai jamais exigé à qui que ce soit de m'appeler Monsieur le ministre ou Son Excellence. Pour les gens qui me connaissent, vous témoigneront. Je n'ai jamais exigé cela. Je réponds à tout le monde qui m'appelle. Je réponds à ceux qui sollicitent à nous voir. Et nous avons effectivement prévu dans les cas du guide une notion sur la civilité. Où nous abordons toutes ces préoccupations. Même ces appellations, elles ne sont que subjectives pour moi. Et je ne vois pas en quoi est-ce que l'appellation de Son Excellence permet à quelqu'un de pouvoir être respecté. Je pense que c'est pas ça. Donc, dans le cadre du guide, nous avons mis en place différents chapitres. Il y a un chapitre également sur la civilité. Il y a un chapitre sur les civils et l'État. Il y a un chapitre sur le patriotisme. Et je crois qu'avec ces enseignements, ça pourra nous ramener, nous tous, à terre, de pouvoir prendre le concitoyen comme l'égal de tout le monde. Et la deuxième question sur le tourisme, effectivement, j'ai été ministre du tourisme, j'ai fait le même constat que vous. Et si vous allez dans les archives, vous allez trouver que j'ai signé pour la première fois un arrêté sur la formalisation des métiers du tourisme. Ça n'existait pas dans notre pays. Il n'y avait aucune réglementation sur les métiers du tourisme dans notre pays. J'ai laissé un arrêté sur la formalisation des métiers du tourisme qui obligeait tous les hôtels à pouvoir recruter le personnel qui ont au moins une formation de 6 mois. Parce que nous savons tous ce qui se passe dans notre pays. On recrute cousins, cousines que nous mettrons dans les hôtels et le service n'est pas à la hauteur. Et nous avons quand même réussi, avant notre départ, à ramener Vatel qui est la meilleure école du tourisme dans le monde, qui est déjà installée à Kinshasa, qui fait des formations classiques pour les apprenants, mais également qui forme également le jeune à moindre coût, parce qu'il faut quand même le dire, Vatel coûte cher. L'année académique, ce n'est pas à moins de $4 000 l'année académique, mais ils ont quand même mis des programmes pour le jeune de formation à $50 américains. Et c'est ce que nous avons discuté et nous avons obtenu, parce que Vatel a été ramené par le propriétaire de Jeffrey Travel, que je salue. Ils ont quand même réussi à nous ramener cette grande école de formation. Et donc, nous avons tous ces devoirs-là, de pouvoir, que ce soit au niveau des hôtels, de restaurants, de pouvoir recruter le personnel qui est formé. Et nous avons même dans l'arrêté obligé et ces différents hôtels à organiser des formations pour le personnel, même nous au niveau du gouvernement. Des fois, il y a des gens qui se moquent. À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui s'installe, il y a toujours un séminaire de renforcement des capacités. Et même dans les différentes entreprises, cela est organisé. Et nous avons également prévu cela, mais peut-être il y a une faiblesse en ce qui concerne le contrôle au niveau de notre secteur du tourisme. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un secteur d'avenir pour notre pays. En ce qui concerne les relations avec l'Église, en tout cas, je ne crains pas d'être contredit. Les relations sont bonnes. Nous devons faire la part entre les individus et l'Église. Jusque-là, l'État congolais n'a jamais arrêté de payer les enseignants qui sont dans le secteur conventionné catholique ou conventionné protestant. Ils n'ont jamais connu une cessation de paiement de leur salaire. En ce qui concerne les infrastructures, dans le programme de construction des écoles, il n'y a pas moins de 50 écoles catholiques qui ont été construites avec le financement de l'État congolais. Parmi les 700 écoles qui ont été construites, que ce sont des programmes de PDL 145 territoires et les autres programmes de gouvernement de construction des écoles, l'État congolais continue à le faire. Et peut-être il y a beaucoup de secrets que je n'aimerais pas sortir ici. Avant l'arrivée du pape, je pense que le père est informé.
l'État congolais a remis à chaque diocèse, je m'abstiens peut-être de dire le montant, mais chaque diocèse a été financé pour le projet de développement et ce n'est pas moins d'1 million de dollars par diocèse. Le Père en sait quelque chose et c'est pour vous dire que l'État congolais a l'Église comme son premier partenaire et l'Église catholique, c'est un partenaire de choix parce que il y a beaucoup d'écoles. Moi-même, je suis ici d'une formation catholique. J'ai fini au Collège Notre-Dame du Congo. Donc, je ne peux pas, à un seul moment, me présenter comme un adversaire de l'Église. Et le gouvernement congolais n'est pas adversaire de l'Église. Le gouvernement congolais est partenaire de l'Église. Et le gouvernement congolais continue à répondre à ses obligations vis-à-vis de l'Église en ce qui concerne les hôpitaux et les écoles, c'est-à-dire en ce qui concerne l'aspect social. Mais pour les aspects politiques, je pense que ça, je n'ai pas de commentaires à émettre là-dessus. Monsieur le Père, un instant, monsieur le ministre, monsieur Yves, nous allons inviter le ministre prochainement. Alors, je te donne vraiment 20 secondes, Yves, puisque nous allons même pas une minute. Déborder. Alors, 20 secondes. Monsieur le ministre, monsieur le Ndoyi, moi, je demande vraiment, avec votre plus grande indulgence, votre implication par rapport au bâtiment du collège qui est en construction. Par rapport au bâtiment du collège, moi, je prends un engagement. Nous allons ensemble avec l'ACB, qui est l'association des anciens du collège Boboto, nous allons travailler ensemble pour sensibiliser d'abord les anciens et à pouvoir mettre la main dans la poche et aussi sensibiliser mon collègue de l'EPST de pouvoir prendre en compte cette préoccupation. Ça, je vous le promets. Merci, Père. Merci, monsieur le ministre. Alors, le temps nous fait défaut déjà. Hein. Nous avons peut-être abusé du temps que j'ai promis au ministre. Nous allons essayer de les libérer, mais avant de les libérer, un dernier mot, hein, monsieur le ministre, vous avez le dernier mot hein, pour un peu résumer le dialogue que nous avons eu avec vous, en commençant par moi-même, avec l'équipe qui est là, avec madame Patricia Temoni, avec Yves Kahacha, ou aussi avec le père Stanislas Kambashi, et sans oublier les auditeurs qui nous ont suivis, et certains qui ont envoyé leurs questions, d'autres qui n'ont pas posé des questions. Est-ce que vous avez un dernier mot un peu pour faire la synthèse de ce dialogue avec vous? Comment est-ce que d'ailleurs aussi vous l'avez apprécié, puisque vous aviez déjà participé à des reprises au space que je faisais avant, avec le même nom, toujours le dialogue avec, et comment est-ce que vous voyez aussi les nouveaux formats de dialogue avec? Alors, vous avez le dernier mot, monsieur le ministre. Le dernier mot, je tiens d'abord à vous féliciter pour ce professionnalisme dans le déroulement de ces dialogues. C'est une initiative très louable. Je pense que ce sont des occasions qui nous permettent d'être en contact direct avec la communauté afin de nous faire voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour qu'ensemble nous puissions orienter également notre politique. Je tiens également à remercier toute votre équipe. C'est une équipe qui est très gentille. En tout cas, je suis souvent vos réactions, que ce soit vos interventions, que je comprends bien, mais aussi vos préoccupations. Mais pour ce qui est du résumé de ces dialogues que nous avons reçus, comme je l'ai dit, nous, le ministère de la Jeunesse, nous avons la mission de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Nous avons également cette mission de la promotion de jeunes à travers le volontariat et l'entrepreneuriat, mais aussi la gestion des centres d'insertion et l'administration de ces centres à travers le pays. En résumé, l'émission, nous avons pratiquement abordé les 5 axes majeurs qui caractérisent notre politique nationale à la jeunesse. Premièrement, c'est l'initiation à la nouvelle citoyenneté à travers ces guides qui a été mis en place, ainsi que le programme d'éducation qui a été élaboré par le gouvernement, mais également un axe lié à la formation de jeunes, c'est à travers la récupération de jeunes désœuvrés, les jeunes en décrochage scolaire, à travers nos centres d'insertion socio-professionnelle de jeunes à travers le pays, mais également la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons abordé la question du rajeunissement de l'administration publique, mais aussi de l'accompagnement du gouvernement dans l'entrepreneuriat des jeunes
où plusieurs programmes ont été lancés. Le programme PADEM-PME, qui concernait 4 provinces avec 100 millions de dollars. Le programme Transform, maintenant qui concerne 9 provinces avec 300 millions de dollars. Le programme PEJAB de 20 millions de dollars qui concerne 6 provinces. Et le programme CIF, CIGEL qui concerne le sud Kivu. C'est un programme transfrontalier avec le Burundi. Le programme PICAGEL également, qui est un programme agricole pour les jeunes, pour la province du Nord et du Sud Kivu, et les différentes opportunités que nous avons aujourd'hui avec le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui accorde aux jeunes des fonds de garantie avec un taux d'intérêt à 2%, mais également le Fonds de promotion de l'industrie qui accorde maintenant des jeunes des financements pour des projets industriels avec un taux d'intérêt de 4%. Nous avons également abordé la question de relance de nos brigades agricoles de jeunes avec les différents équipements que nous avons reçus et que nous avons également remis à 3 brigades pilotes, à Kinshasa, à Kikwiti, ainsi qu'à Matadi, ainsi que la formation des différents jeunes. Mais nous avons également abordé la question du volontariat de jeunes, qui est un aspect qui a été instauré au niveau du ministère de la Jeunesse pour, entre autres, apprendre les jeunes aussi le patriotisme, apprendre les jeunes à servir, mais également la question des mouvements associatifs de jeunes, les mouvements scouts, le Conseil national de la jeunesse, les parlements de jeunes, qui sont des structures qui sont accompagnées par les gouvernements en vue d'encadrer le jeune. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à Monsieur le ministre, le docteur Yves Boukoulou Zola, pour nous avoir accordé de son temps qui est utile, et nous avons eu la chance vraiment de l'avoir pour presque 2 heures aujourd'hui. Merci pour ses réponses et puis son franc-parler avec sincérité aussi. Je remercie toute l'équipe du Dialogue avec, en commençant par Madame la pensée du jour, Patricia Tenouni, et que nous allons retrouver encore prochainement. C'est elle qui va nous proposer aussi l'invité de mardi, puisque ça sera une femme. C'est elle qui est responsable de cette édition aussi. Merci beaucoup, Patti, pour la disponibilité. Et merci aussi au père Stanislas Kambashi qui nous est revenu aujourd'hui en nous parlant de jubilé 2025 qui va commencer incessamment. Merci l'autre Yves Kahacha, qui a défendu aujourd'hui le collège Boboto, où il a étudié, où il a été mon élève, il était un peu sage. Je ne sais pas. Alors, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers aussi Instagram. La joie est nôtre d'être avec vous pour ce soir. Nous allons nous retrouver mardi prochain, toujours aux heures habituelles, avec une nouvelle invitée. Je crois que ça sera une femme, n'est-ce pas, Patricia? Et nous allons vous annoncer l'invité de mardi, en collaboration avec Madame Patricia. Et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, et retrouvez cette émission en attendant demain à partir de 14h pour la rediffusion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux et celles qui sont dans le même fuseau horaire que nous, et pour les autres encore qui sont dans d'autres fuseaux horaires, une bonne journée, et nous allons donc nous retrouver très bientôt avec le même plaisir.